Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du mardi 18 mars. Aujourd'hui, Israël qui bombarde Gaza, au moins 330 morts, le cessez-le-feu qui est compromis. Victoire écrasante du Parti québécois dans Terrebonne. Deux agences privées d'infirmières soupçonnées de collusion, dont une qui avait un contrat de service de soins à domicile pour la mère du premier ministre Legault. Et 49% des Québécois, peut-être vous, ont passé une mauvaise nuit. Mais d'abord, Israël qui lance une attaque majeure contre Gaza. Au moment d'enregistrer ce balado, le bilan faisait état d'au moins 330 morts et parmi ces victimes, des femmes et des enfants. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de ce cessez-le-feu, il y a maintenant 2 mois. Israël qui affirme avoir ciblé des immeubles, des installations, des endroits stratégiques du Hamas. Et tout ça arrive alors que les pourparlers pour l'étape numéro 2 du cessez-le-feu tournent vraiment en rond. Et d'ailleurs, les bombardements des dernières heures ont reçu la bénédiction du président Trump, ce qui risque de tout faire basculer. On sait qu'il y a toujours des otages israéliens qui sont détenus. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes de pression qui ont dénoncé l'attaque menée par Israël dans les dernières heures en disant « vous mettez en péril nos otages ». Alors, il en reste 59, dont la moitié seulement serait toujours en vie. Et ça rappelle cette idée lancée par Trump. On pensait que c'était une folie, mais à chaque fois, ça semble vouloir vraiment s'incruster dans sa tête, c'est-à-dire chassons les Palestiniens de Gaza, il faut les pousser vers l'Égypte, vers la Jordanie, reprendre possession des territoires et transformer l'endroit en station balnéaire. Maintenant, le Parti québécois met la main sur Terrebonne, le comté de Pierre Fitzgibbon. Une très grosse victoire pour le Parti québécois, presque 53% des votes contre seulement 29% pour la CAQ. Les autres partis ne ramassent que des poussières. Le taux de participation, c'est à peu près toujours ça pour une élection partielle, 37%. Terrebonne, c'est le genre de comté dont le PQ a besoin, c'est-à-dire le fameux 4-5-0. Et là, c'est important de ne pas mêler les choses. Les politiciens sont tentés, après une victoire, de faire des amalgames. Ce n'est pas un vote d'appui à la souveraineté. On l'a vu dans les sondages, l'option est quand même à son plus bas, là, c'est en bas de 40%. Et les sondages montrent un Parti québécois installé en première position et la CAQ qui n'arrive pas, malgré des efforts de M. Legault, malgré ce conflit avec les États-Unis, à augmenter ses appuis populaires. Pour le premier ministre Legault, ce n'est même pas une victoire morale. À l'époque, on disait ça. Le parti qui est au pouvoir depuis quelques années, qui perd, disait finalement, c'est pas si pire, c'est pas un comté pour nous, ce qui n'est pas le cas de Terrebonne, et on arrive à s'en sortir. C'est pas le cas. On peut penser qu'une écœurantite des citoyens, Nordvolt, l'attente pour ce qui est de la santé, une espèce de grogne généralisée. Ce qu'il faut aussi constater, c'est que les libéraux, OK, il y a une course au leadership, c'est pas tout à fait la même chose qu'en temps normal, mais les libéraux n'arrivent pas à connecter avec les francophones. On peut dire aussi que les idées de Québec solidaire, là, ça trouve pas beaucoup de preneurs à Terrebonne. Puis disons que pour Éric Duhaime, les conservateurs, Terrebonne, là, c'est pas la Beauce, puis c'est pas Bellechasse. Mais ça montre quand même une course à deux. Le PQ qui a une très, très longueur d'avance, et les autres partis qui ont l'air de se chercher, là, je pense surtout à Québec solidaire, ça va de mal en pis depuis peut-être 1 an ou 2, et les libéraux qui disent avec un nouveau chef, on va être capable de séduire les francophones, disons que c'est pas gagné d'avance. Maintenant, la presse nous apprend que 2 agences de placement d'infirmières soupçonnées d'avoir participé à un stratagème de collusion se retrouvent maintenant sur la liste noire du gouvernement, leur interdisant d'obtenir des contrats publics pour une période de 5 ans. On les soupçonne de magouille. Et là, soyons prudents, encore une fois, pour pas que les gens s'excitent là, puis tirent des conclusions. Une de ces sociétés, une de ces compagnies, faisait affaire avec la famille du premier ministre Legault. La famille de M. Legault avait conclu une entente à la fin de l'année pour s'occuper, c'était une recommandation du CLSC, pour offrir des soins à domicile à la mère du premier ministre. Quand M. Legault a été informé de ça, son cabinet, ils ont mis fin à l'entente. Je tiens à le préciser, là, il n'y a pas de lien de collusion puis le premier ministre. C'est une coïncidence.
Et il faut comprendre comment ça s'est joué. D'abord, 3 entreprises étaient dans la mire. Il y a eu, on va se le dire, là, se rappeler, 103 agences de placement qui ont obtenu en juin 2023 des contrats. C'était un méga appel d'offres pour fournir des infirmières aux hôpitaux et aux établissements de santé. Puis rappelons-nous que durant la pandémie, beaucoup de ces sociétés se sont servis de la crise comme des goinfres pour se remplir les poches. C'était dégueulasse, mais on était pognés, il fallait faire avec ces agences, et il y en a qui ont été minables et qui en ont profité pour s'enrichir. Donc, il y a 3 entreprises qui auraient comploté pour, justement, fixer les montants pour les contrats. Alors, on parle de Confort Élite qui a été mise en examen par l'Autorité des marchés publics, également 24/7 Expertise, puis une compagnie à numéro. Et le propriétaire de cette compagnie a reconnu l'existence d'un stratagème de collusion. Ça nous rappelle les belles années de la commission Charbonneau, dans une déclaration sous serment faite dans le cadre d'une poursuite civile intentée par des concurrents qui n'ont pas eu les contrats. Et il y a un bout que je trouve franchement dégueulasse dans cette histoire-là. C'est que la propriétaire de Confort Élite, qui s'appelle Gilles Eusagno, qui a été contactée par la presse, on voulait avoir ses commentaires, elle a dit « Moi, je fais rien de mal. Ma plus grande cliente que je sers 24 heures par jour, vous savez c'est qui? C'est la mère du premier ministre. » C'est comme ça que la presse a appris l'existence du contrat. On s'entend très bien, on lui donne un excellent service. Tu sais, l'espèce de réflexe, là, viens pas m'écœurer parce que je soigne la mère du premier ministre. Et François Legault, on peut lui reprocher bien des affaires, mais pour ce qui est de l'intégrité, puis de l'honnêteté, puis de ne pas tomber dans ce genre de patente-là, je n'ai aucun doute. Il ne pouvait pas le savoir, le CLSC recommandait, c'est la famille qui s'en est occupée. Alors, tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir faire des amalgames aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Mais la propriétaire, elle, joue à ça et dit être victime d'une chasse aux sorcières. Puis souvent, vous vous retrouvez dans des territoires où il n'y a pas de monde pour offrir le service. Ils mettent la main là-dessus comme une espèce de petit monopole. Et elle prétend qu'on va nuire, cette propriétaire d'agence, à des milliers de bénéficiaires de services. Maintenant, le dossier s'aclique. L'opposition libérale veut questionner rapidement les dirigeants passés et actuels de la Société d'assurance automobile. On veut savoir ce qui s'est passé. En gros, là, le constat, c'est qu'il y a des menteurs puis des incompétents. Alors, qui sont les menteurs? Qui sont les incompétents? Qui savait quoi à quel moment? C'est Monsef Déragi, qui porte le ballon et qui va demander que l'Assemblée nationale soit saisie de cette motion spéciale. Je rappelle qu'il y a quand même une enquête publique qui a été ordonnée. Et je le sais, là, il y a un beau scandale, c'est juteux, tu es dans l'opposition, tu veux sauter là-dessus pour en tirer le maximum. Mais en même temps, est-ce qu'on va faire une commission, assigner des témoins pendant qu'on va préparer l'enquête publique qui est déjà commandée? Tu sais, c'est comme si on faisait un débat pendant la commission Charbonneau. Ça peut se faire parce que les travaux de la commission ne vont pas commencer la semaine prochaine, mais il faut être prudent pour s'aventurer sur ce genre de terrain. Et puisqu'on parle de ça, de santé et de soins à domicile, le Devoir nous dit ce matin que le gouvernement du Québec, ça vous concerne, là, se prépare à rendre payants certains services de soutien à domicile. C'était d'ailleurs la recommandation de la commissaire à la santé, Joanne Castonguay. Ça coûte cher. Puis rappelons-nous que dans la saga des coupures de 1,5 milliard, il y a des administrateurs qui avaient décidé de réduire les services. Quelqu'un qui recevait 12 heures par semaine, ça faisait dire, il me semble que 9 heures, ça ferait un job. Ou encore, tu as le droit à 8 heures, aide domestique. Bon, on va couper ça à 6. Et là, c'est le sous-ministre Daniel Paré qui avait envoyé une lettre au fond d'en bas pour leur dire « Hey, on ne peut pas couper les services. » Pourtant, Santé Québec c'est supposé être indépendant. Et le politique, puis le ministère ne donne que les orientations. Alors, tout ça pour dire que la ministre Sonia Bélanger pense finalement à aller chercher de l'argent parce que ça coûte très cher. Là, 2 critères. Les personnes démunies, les pauvres, n'auraient pas à payer. Il faut encore définir ce que c'est. Et en plus, pas question de faire payer pour ce qu'on appelle des soins infirmiers, professionnels, des services médicaux.
Donc, tout ce qui concerne le volet médical, ça continuerait d'être assumé par l'État. Par contre, pour ce qui est des soins d'hygiène, d'aide à l'alimentation, d'aide domestique, il faudrait payer. Et les Québécois, d'après un sondage, les gens qui sont les plus visés, 55 ans et plus, là, 78 sont prêts à payer. C'est toujours la même chose. Tu es prêt à payer si tu as du service. Alors, est-ce que le gouvernement va aller de l'avant? C'est pas clair. C'est une idée. Puis entre vous et moi, est-ce qu'ils vont aller de l'avant avant la prochaine élection? J'ai quand même un doute là-dessus. On reste dans le domaine de la santé parce que la presse nous dit ce matin, oh, surprise, les projets de technologie informatique sont hors contrôle à Santé Québec. Donc, la PDG, Mme Biron, a envoyé une lettre à tous les PDG des CIUS puis des CIS pour leur dire « Je suis préoccupé concernant ces projets de technologie de l'information, dépassement de budget significatif et non-respect des échéanciers. » Elle rapporte, entre autres, un nombre élevé de projets dont l'état de santé, c'est le cas de le dire, n'est pas sous contrôle, elle ne dit pas lesquels, ainsi que des investissements dans des projets locaux appelés à être remplacés par des solutions provinciales. Je m'avance le nez et je sens les dépassements de coûts et les retards. Face à ces constats, Mme Biron annonce qu'elle renforcera le contrôle et le suivi des projets. Il y a un auditeur, puis je remercie vraiment les auditeurs, puis vous êtes nombreux, à œuvrer dans le monde des contrats informatiques, à partager des informations avec moi. Et cet auditeur, je ne vais pas le nommer bien sûr, mais il résume pas mal bien ce qui se passe. Il parle du ministère, il parle de Santé Québec, avec un nombre insensé d'intervenants. On le sait, là, c'est de plus en plus une machine de fonctionnaires. Donc, des gens qui, comme avant, ne se parlent pas entre eux et demandent des redditions de comptes avec des échéanciers irrespectueux, souvent pour le lendemain ou l'après-midi. Et là, c'est toujours la même affaire. Marche par en avant, marche par en arrière, avant, arrière, arrière, avant, back and forth. Puis on accouche de pas grand-chose. Donc, on est toujours en mode de préparation de cette application, là, cette plateforme qui va être le dossier de santé numéro 1 pour prendre les rendez-vous. Ça s'appelle Votre Santé. Il y a des gens qui me disent à l'oreille qu'on est en train juste de changer le nom. C'est comme changer l'étiquette. Il n'y aura pas plus de fonctions, ça ne sera pas plus intégré. Puis j'écrivais dans la presse samedi, puis ce sont des médecins qui m'ont partagé ça. Quand on parle de l'accès, M. Dubé dit il faut que les médecins donnent l'accès, il a bien raison. Mais encore faut-il que le réseau fonctionne. Donc, des médecins qui, entre eux, je le disais, là, se parlent parce que dans des régions, on a de la place, puis dans d'autres régions, on n'a pas de place. Puis l'informatique, ce sont des silos, ça ne communique pas entre eux. Bref, on est à l'âge de pierre. Puis savez-vous quoi, là? Le bateau est parti, ça ressemble à un Titanic, puis ça va frapper le glacier parce que ça va coûter une fortune. Puis c'est pas pour rien, après l'affaire de Saclay, que Mme Biron dit, regardez les contrats, je pense que ça va pas très bien. Et puisqu'on parle de contrats, on a le rapport annuel du BIG, l'inspecteur général de Montréal, concernant les chantiers de Montréal. Conclusion, la surveillance et la sécurité, c'est nettement insuffisant. D'abord, lors de 40% des visites spontanées en zone de travaux, le BIG déplore que les patrouilles des inspecteurs municipaux ne se faisaient pas sur une base quotidienne. Il y avait un peu de lousse sur le chantier. On signale également qu'environ 1 fois sur 6, aucun signaleur routier n'était présent aux abords des zones de travaux. Et je rappelle cette triste nouvelle, ce cycliste de 89 ans qui a été heurté par un autobus de la STM, et ça s'est passé précisément dans Hochelaga-Maisonneuve, pas loin de Pineuf, dans un secteur où il y a des travaux. Alors, c'est mal indiqué. Ce sont des travaux qui s'éternisent. Les automobilistes, et c'est souligné dans le rapport du BIG, disent que les gens sont insatisfaits de ces mesures et que, justement, ça provoque une congestion et donc une source assez importante d'irritation. Il y en a qui capotent, il y en a qui n'en peuvent plus et ça ajoute au stress de la conduite. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, les déchets de chantier problématiques.
Donc, on se rend compte que l'élimination des résidus de planage, des débris de béton ou autres déchets de chantier ne font pas l'objet d'un réel contrôle à Montréal, qui est pourtant la ville verte. C'est ça, Projet Montréal. Mais dans les faits, le discours sur la mobilité, le discours sur la gestion des chantiers, encore une fois, moi je le dis, mais je passe pour un grognon, mais ça me fait rien, mais dans le sens où c'est pas une priorité pour la ville, les chantiers. Il faut qu'ils réparent, puis que l'automobiliste, l'emmerdeur, puis même le piéton, ben arrangez-vous, puis laissez-nous faire. Parce qu'on fait des grands discours. Et c'est ça le propre de l'administration municipale, c'est de faire des affirmations, de promettre des choses et d'être incapable de les livrer. Que fait Trump aujourd'hui? Ben d'abord, il doit parler au téléphone avec son idole, son mentor, Vladimir Poutine, pour essayer de régler au plus vite le cas de l'Ukraine. On sait que la Russie veut garder les territoires, chasser l'Europe et trouver une marionnette pour diriger le pays. Donc, on verra la suite des choses, la nature de l'appel. L'impact maintenant des tarifs, ben, de plus en plus, des organismes de prévision laissent entrevoir peut-être une récession, mais chose certaine, un ralentissement économique aux États-Unis, au Canada, ça pourrait faire très mal, et au Mexique. La question qui revient aux 48 heures, est-ce que le monarque, le prince narcissique, pourrait changer d'idée d'ici le 2 avril et ne pas donc gonfler encore plus les droits de douane? Il y a même Bombardier qui se demande un peu comment on va gérer tout ça. Alors, c'est possible, parce qu'avec lui, c'est toujours possible, mais je voyais dans le New York Times qu'il n'en parle même pas avec ses principaux conseillers, comme si c'était réglé dans sa tête. Et puis, il faut ajouter que M. Ego se moque des juges et affirme se servir de vieilles lois, de vieux pouvoirs, d'exception, parce que le pays, affirme-t-il, est menacé par des forces ennemies étrangères. Et encore là, vous êtes nombreux à m'écrire, puis à me parler de ces rumeurs, j'allais dire complot, mais disons théories qui circulent voulant que les États-Unis se préparent au besoin à utiliser l'armée pour conquérir le Canada. Et il y a des gens sérieux là, qui partagent ces idées. Je vous donne le scénario, l'espèce de déploiement de troupes à la frontière canado-américaine. Les économies sont perturbées. On tente d'arracher un accord d'annexion, de faire du Canada le 51e État, et pour ultimement mettre la patte sur le territoire, sur l'eau, sur l'ensemble des richesses. Je le sais, ça fait hyper complotiste, mais ce sont des scénarios qui alimentent quand même les discussions chez les démocrates. Et quand on parle, par exemple, pour parler avec les Russes, Trump, il se fout de l'Ukraine, là. Il veut juste que ça se règle, puis il veut passer pour le sauveur, et il dit qu'il pourrait, je dis bien il pourrait, imposer des mesures contre la Russie si jamais il n'y a pas un accord de paix. Il y a Mike Carney qui dit que le Canada ne pourra pas riposter indéfiniment aux droits de douane. Il y a une limite à ce que nous pouvons faire, dit-il, étant donné la taille de l'économie. Alors, M. Carney, qui va être premier ministre encore pour quelques jours, il y a un sondage qui le place en première position dans les intentions de vote, c'est 42% pour les libéraux, 37% pour les conservateurs. Ça pourrait vouloir dire un gouvernement majoritaire. Vous voyez le changement à l'espace de quelques mois, l'effet Trump, parce que c'est ça. Poilievre, qui était en première place, 20 points d'avance, qui le recule complètement. Mais ça donne une course électorale en vue assez serrée. Et M. Carney est perçu comme étant le meilleur pour négocier avec Trump. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ces PDG qui, je le disais un peu la semaine dernière, mais ça se confirme par d'autres déclarations, se sont dit d'abord, il ne fera jamais ça, l'histoire des tarifs sur l'acier et l'aluminium, les grands patrons de l'auto. Après ça, ils se sont dit, bah, on va aller le voir, puis il va comprendre le bon sens, d'autant plus qu'on fait des gros chèques pour sa caisse électorale. Puis Trump leur a dit, ouais, OK, mais vous donner un mois, mais pas plus que ça. Puis ils se sont dit, ben, il va se calmer. Ben non, il se calme pas. Puis probablement que le 2 avril, il va aller de l'avant avec les tarifs. Et ce sont des chefs d'entreprise qui ont comme abdiqué et qui se disent, ben, ça passe par la grogne du public quand ils vont voir l'impact sur le prix des autos, sur le prix des biens à la consommation, sur le panier d'épicerie. Les gens vont peut-être réagir. Pas ce qui s'est passé hier, mais des cas
d'agression sur des enfants, c'était la journée. D'abord, un pédophile de 63 ans qui a écopé d'une peine d'1 an, seulement 1 an de prison pour possession de 37 500 images et 148 vidéos de pornographie juvénile. Ils ont trouvé ça chez M. Jean-Yves Croteau, qui a plaidé coupable en novembre 2023 à ces accusations. Et ça montre des enfants de moins de 10 ans ayant des relations sexuelles avec des adultes. Juste 1 an. C'est un violeur virtuel à répétition, en série, puis il pogne 1 an, il va faire une couple de mois, puis ça va être terminé. Alors, un bon fonctionnaire à la retraite qui n'a pas eu de vie personnelle, pas de vie amoureuse, puis ça fait longtemps qu'il collectionne comme ça ces images. Mais ce qui est important d'ajouter, c'est que 18 victimes ont pu être identifiées dans les images, ce qui a permis le témoignage de 2 mères qui sont venues raconter ce que leur enfant a vécu. Fait que ceux qui pensent que ce sont des images, des vidéos, des dessins, puis que c'est pas grave, la possession de pornographie avec des mineurs, bien là, vous avez des victimes réelles. Savez-vous quoi? La tristesse dans ça, c'est que ces images vont continuer à circuler. Puis, il y a une mère de Québec qui est coupable d'inceste. 2 de ses enfants ont été agressés. Puis, on a découvert ça quand les enfants ont été retirés du milieu familial. Puis, c'est des enfants, là, qui se livraient à des actes sexuels, là, des activités pas normales pour des enfants. Notamment, ils étaient toujours en train de s'embrasser, la langue sortie. C'est dégueulasse. La mère indigne a admis les agressions sexuelles et c'est 7 ans de prison. C'est, je vous le dis là, c'est absolument dégueulasse. Et ça a l'air que le conjoint, qui est toujours en attente de procès, disait que son conjoint, donc, disait, ben, c'est important que tu aies une relation avec le jeune garçon pour lui montrer tes talents. Montre à ton fils tes talents de partenaire sexuel. Hey, c'est pas des moyens failés. Puis tout ce monde-là va finir par sortir. La seule bonne nouvelle, c'est la belle-mère de la petite fille de Granby qui va rester derrière les barreaux et qui a échoué donc dans ses procédures en appel. Vous dire également que, selon la presse, il y a un peu moins d'itinérants dans le métro. On ne sait pas où ils sont rendus. Mais le flânage qui est maintenant interdit, puis on fait des patrouilles, puis on arrive à convaincre, ben, ça donnerait en tout cas jusqu'ici quelques résultats. Toujours concernant Montréal, 50% des Montréalais qui ne pratiquent pas le compost, malgré le fait qu'il y a de la pub, qu'on a distribué des contenants, ben, il semble que quand même à peu près 50-50, là, mais une bonne partie des Montréalais qui refusent de composter. Et je termine sur cet enjeu qui est le sommeil. Selon une recherche qui est publiée dans The Gazette aujourd'hui, 49% des Québécois disent avoir de la difficulté à s'endormir ou encore à dormir, des nuits perturbées, des nuits agitées. Et les experts disent que ce n'est pas le nombre d'heures qui est important, mais c'est la qualité du sommeil. Puis il y a des indicateurs pour ça. Donc, par exemple, on découvre que 10% des gens dorment 6 heures et moins, puis 10% qui dorment 9 heures et plus par nuit. C'est toute une différence. Et ce qui affecte la durée du sommeil, ben, si vous vivez, par exemple, dans un univers un peu bruyant, milieu urbain, si vous avez des enfants, si votre travail vous stresse, ça dépend de votre hygiène de vie. Et on considère que quelqu'un a un problème d'insomnie chronique quand il prend plus de 30 minutes pour s'endormir, puis qu'il prend plus que 30 minutes pour se réveiller adéquatement le matin, au moins 3 fois par semaine, pendant une période de 3 mois. Donc, si c'est votre cas, 30 minutes avant de vous endormir, 30 minutes à vous réveiller, 3 fois par semaine, 3 mois, vous avez un problème d'insomnie. Puis il faut faire une forme d'introspection pour essayer de voir comment tout ça peut être corrigé. Ça complète notre revue de l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous donne rendez-vous à demain pour une autre revue de presse. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Paul Arcan dans votre moteur de recherche.